Alors, beaucoup de gens parlent en Ukraine. Parmi les plus hautes autorités, nous avions hier le ministre des Affaires étrangères, le numéro 2 aujourd'hui des renseignements militaires, le numéro 1 c'était au début de cette semaine, et illustration sur le terrain, le sort réservé à la ville de Chassivyar. Alors c'est non loin de Bakhmout, regardez sur cette carte, et puis surtout voyez ces images de ce qui reste, tournées ces derniers jours. 15 000 habitants avant la guerre, un véritable champ de ruines aujourd'hui, et pourtant le Kremlin continue ses offensives pour s'en emparer, et si l'on en croit justement les prédictions des services de renseignement ukrainiens, c'est juste une question de temps. Écoutez ce que dit Vadim Skibirsky, Asie Economist, le fameux numéro 2 de ces renseignements militaires ukrainiens. Ce n'est qu'une question de temps. Bien sûr, pas aujourd'hui ni demain, mais tout dépend de nos réserves et de nos stocks. La Russie a reçu l'ordre de prendre quelque chose avant le 9 mai. Alors jusqu'à présent, on disait que les Ukrainiens alertent leurs alliés pour avoir plus d'armes, plus de munitions, plus d'argent. Mais je crois que derrière tout ça, il y a quand même une réalité. Et aujourd'hui, les Ukrainiens n'ont plus peur d'en parler d'ailleurs. Non, il n'y a pas de tabou là-dessus. Je pense qu'ils ont fait le pari, c'est exactement le mot qui me venait à l'esprit, le pari de la lucidité et d'un langage de vérité, qui est aussi le meilleur moyen, évidemment, de remobiliser les ardeurs éventuellement chancelantes de leurs alliés. Il y a eu toute la séquence américaine, qui vient de se dénouer trop tardivement, très tardivement, mais qui est aussi le résultat d'une sorte de pilonnage, alors pour le coup symbolique et rhétorique, par rapport à un péril qu'on ne veut pas nier. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on revient, mais vous en souvenez, c'est à peu près tous les ans pareil depuis 2022, à la fameuse échéance du 9 mai. Donc le 8 mai pour nous, le 9 mai pour les post-soviétiques, évidemment, la victoire, la grande guerre patriotique. Mais il y a deux autres échéances qui font que Moscou est toujours avide de trophées symboliques, même dérisoires dans l'absolu. C'est que le 7 mai, c'est-à-dire 2 jours avant, c'est l'investiture d'un certain Vladimirovitch Poutine. Et puis à la mi-mai, on y reviendra plus tard, mais à la mi-mai, vous avez une visite qui sera amplement théâtralisée du même Poutine en Chine. C'est chez son ami et parrain Xi Jinping. Donc c'est vrai que tout converge pour que ces craintes ne soient pas simplement la vieille fable de Pierre et le loup, mais soit la réalité. Et je pense que les Ukrainiens ont mesuré aussi que d'une certaine manière, ce langage de vérité était plus performant auprès de leurs alliés que celui de « vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on les aura ». Ils l'ont fait aussi au début de la guerre, oui. Et c'est vrai qu'on se dit ça depuis l'ancien chef d'état-major qui avait pris la parole déjà dans The Economist. Et c'est là où on avait dit, c'est peut-être là que les Ukrainiens redeviennent sincères. Quand il parle de Chassivyar en disant c'est une question de temps, ça c'est réel, ou il y a une volonté de vouloir alerter. Il dit aussi autre chose. Les mots sont très forts. L'Ukraine est au bord du gouffre, dit-il. Oui, c'est effectivement ça surtout qui est peut-être le plus étonnant dans le discours. Maintenant, localement, tactiquement, oui, il a raison. Sur Chassivyar est en grande difficulté et risque de tomber assez rapidement. Ça, c'est à peu près certain. En soi, c'est pas forcément très très grave. Sinon que Chassivyar, c'était une position qui était au-dessus de Bakhmout, qui verrouillait un petit peu quand même la zone. Donc, c'était une bonne position de défense. Maintenant, si elle est prise, c'est l'ouverture, en tout cas, c'est la facilité de progresser vers Kramatorsk, qui est le véritable objectif. Kramatorsk et Sloviansk, qui sont les deux villes de plus de 100 000 habitants, qui restent encore dans la province de Donetsk, tenues par les Ukrainiens. Donc c'est ça qui est véritablement important. Bon, maintenant, ils sont encore loin aussi de Kramatorsk, et de la même façon qu'ils progressent. Je vais dire autrement. On assiste depuis le début du mois d'avril à une accélération il y a un grignotage, mais une accélération du grignotage. En gros, les Russes parvenaient à s'emparer de 2 km par jour depuis le 1er janvier. C'est minuscule. Ouais. Mais à partir du 1er avril, c'est 4 km par jour. Donc on sent une sorte d'accélération que tout le monde perçoit, qui n'est pas encore dramatique, mais qui pourrait, c'est ça la vraie inquiétude, qui pourrait s'agrandir. Et vous diriez comme lui, l'Ukraine est au bord du gouffre ? Non, ça me paraît excessif. Mais l'Ukraine est en difficulté, oui. Mais colonel, il ne faut pas oublier non plus le prix du kilomètre. Oui. Le prix est cataclysmique. Alors pour les Russes, certes, dans le nombre de soldats pour les Ukrainiens également. C'est-à-dire que pour défendre cette terre, pour défendre une tranchée, on peut perdre jusqu'à 50, 100 hommes par jour. Donc c'est énorme.
Oui, sur le nombre de soldats, donc 510 000, 100 000 qui seraient mobilisés dans les temps qui viennent. Mais il faut savoir que les Russes en perdent à peu près en moyenne entre 25 000 et 30 000 par mois. Alors je dis perte, c'est morts et blessés, inaptes au combat. Combien chez les Ukrainiens ? Alors chez les Ukrainiens, on n'a pas des chiffres extrêmement précis. C'est certes, non, mais c'est sans doute un peu moins. Mais effectivement, la réserve, mais la population n'est pas la même, la réserve n'est pas la même. D'abord, la démographie n'est pas la même et la réserve mobilisation. Et je vous coupe parce que Stéphane Séjourné donne des chiffres aussi ce matin. Il dit nous estimons à 500 000 les pertes militaires russes, dont 150 000 morts. Sur les pertes russes, oui. Oui, sur les pertes russes. C'est ce qui confirme les chiffres que. Non, c'est la première fois que la France donne une information. Exactement. Précise. Oui. Alors, et les Ukrainiens, eux, sont effectivement extrêmement discrets sur leurs chiffres, mais on imagine qu'ils pourraient être au niveau des pertes, donc inaptes au combat, pratiquement 2 fois moins élevés puisqu'ils sont en position défensive. Mais c'est très théorique, c'est pas. Michel Goyac connaît mieux ces chiffres-là que moi. 60% des pertes viennent de l'artillerie, et l'artillerie, elle est surtout russe, en réalité. Donc je pense que les pertes doivent plutôt s'équilibrer en ce moment. Je voudrais justement vous faire écouter une analyse d'un expert américain. Alors, bon, c'est un expert, mais surtout c'est un militaire, lieutenant-colonel Daniel Davis. Alors, c'est quelqu'un qui a été à peu près sur tous les théâtres d'opération aux États-Unis, toutes les guerres qui ont impliqué les États-Unis. Et vous allez voir que pour lui, le constat est abrupt, on va dire ça comme ça. En l'état actuel, je cite, les Ukrainiens ont aucune chance de l'emporter. Écoutons-le. Believe me when I tell you there is no chance. Croyez-moi quand je vous dis qu'il n'y a aucune chance que l'Ukraine réussisse un jour dans une guerre contre la Russie. Il n'existe aucune voie menant à la victoire militaire pour l'Ukraine. Peu importe que nous donnions 60 milliards, que nous donnions 120 ou 200 milliards supplémentaires. Cela ne changera rien, car les fondements sur lesquels se construit la puissance de combat au niveau national sont résolument et irrévocablement du côté de la Russie. Vous ne pouvez pas inverser la tendance parce que vous ne pouvez pas défaire les fondamentaux. La puissance aérienne est du côté de la Russie, de la défense aérienne, du potentiel militaro-industriel permettant la production de grandes quantités d'artillerie, de munitions, d'armes en elles-mêmes, de drones, d'équipements de guerre électronique et surtout de personnes. La Russie est plus peuplée et elle en aura toujours plus. Dans l'ensemble de l'Occident, ils ne pourront jamais se comparer à ce qui se passe en Russie. Nous pensons qu'il n'est pas raisonnable de continuer à espérer que la partie ukrainienne puisse gagner en donnant juste un peu plus d'argent, car cela ne fonctionnera pas. Bon. Colonel Goya, vous le connaissez. Depuis le début de la guerre, il alerte quand même sur justement cette Ukraine qui ne pourrait pas remporter. Et là, il le dit encore avec plus de détails en disant « Moi, j'ai combattu sur divers terrains, il a fait la guerre en Afghanistan, il est intervenu aussi. » Donc, ça peut avoir une certaine crédibilité. Il connaît le terrain. Oui, non, bien sûr, mais son discours, en fait, il aurait pu le faire en février 2022, dire voilà, le potentiel russe est très supérieur, ils ont plus d'habitants, plus on est dans un miracle, ils ont la supériorité aérienne, et donc ils gagneront. Bon, voilà, on est 3 ans plus tard et c'est pas le cas. Non, je suis pas d'accord dans la mesure où l'Ukraine peut militairement gagner cette guerre, mais ça supposera des efforts considérables, ça supposera une réorganisation profonde, ça suppose une mobilisation effective, y compris des jeunes, et ça suppose aussi, bien sûr, une aide de notre part, enfin des pays occidentaux, qui soit plus importante et qui soit peut-être un peu moins aléatoire. Donc oui, je pense que... Et puis, il faut peut-être changer les méthodes, il y a tout un tas de choses à faire. L'Ukraine n'a pas, on va le dire autrement, l'Ukraine n'a pas perdu la guerre. Qu'elle puisse reconquérir les territoires, c'est compliqué, mais c'est pas complètement impossible. Il faut que, je vais dire autrement, il faut que l'Ukraine ou que l'armée ukrainienne retrouve des capacités à infliger des défaites fortes à la Russie. Voilà, pour l'instant, c'est pas possible, mais avec une aide très importante, une mobilisation intérieure et une réorganisation des forces, un changement des méthodes, c'est peut-être possible.